Bonsoir et bienvenue dans le First, le magazine des actions créatives et positives portées par des changemakers, des acteurs du changement. Alors vous avez entendu parler de l'agriculture raisonnée, de la permaculture, de l'agriculture bio, de la biodynamie. Tout cela se passe dans nos campagnes. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans nos villes? Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer, faire rentrer l'agriculture dans nos cités? Et pourquoi pas faire rentrer la nature dans nos entreprises? Eh bien, ça va être le thème de cette soirée, de ce First, avec le thème donc, de l'agriculture urbaine. Pour ce faire, nous avons trois invités ce soir qui nous ont rejoints sur le plateau. Hélène Picot de la Sauge. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Ainsi que Thomas et Vincent Boissard. Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi. Bonsoir. Donc, vous représentez Aura. Et je dis maintenant bonsoir à Rémi. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Rémi, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'Hélène et de la Sauge pour initier le premier projet? Oui, on commence avec la Sauge et avec vous, Hélène. Alors, pour vous présenter en deux mots, vous avez quand même commencé votre carrière dans des grands groupes, comme Publicis ou La Tribune. Et puis, vous avez décidé d'arrêter ce rythme un peu fou pour vous recentrer sur vous-même et pour devenir ce qu'on appelle une slasheuse, et je dirais même une slasheuse heureuse. Donc, vous avez plusieurs activités. Vous êtes à la fois coach, auteur, vous avez créé notamment la méthode Rêver, Oser, Foncer, 3 mois pour trouver sa voie. Là, vous allez bientôt co-créer une marque de meubles en matériaux recyclés, je crois. Mais ouais, vous avez beaucoup d'activités. Mais ce soir, on vous accueille parce que vous êtes aussi une cultivatrice urbaine et vous êtes notamment la secrétaire générale de la Sauge, qui veut dire Société urbaine. Société d'agriculture urbaine, généreuse et engagée. Voilà, alors tout un programme. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Oui, tout à fait. Donc, elle a été créée il y a 2 ans par Antoine Devin et Sven Deral. Et l'idée, c'est de favoriser donc l'agriculture urbaine en ville, mais vraiment pour tous. En fait, c'est que chacun puisse mettre les mains dans la terre. L'idée, c'est de pouvoir faire jardiner les gens au moins 2 heures par semaine. Et ce qui est pour nous donc une bonne réponse à tout ce qui est problèmes sociaux, économiques, environnementaux et autres. Alors, vous avez mené des projets concrets. On en a vu plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du projet, un projet phare que vous avez mené 2 années de suite, je crois, à Grand Train? Alors à Grand Train, on avait déjà une micro-ferme on a animé beaucoup d'ateliers. Là, les projets actuels, on crée à nouveau une micro-ferme qui est cette fois à Bobigny. L'idée, c'est d'avoir un espace de production, bien évidemment, en agriculture urbaine, un espace de détente, beaucoup d'ateliers pour que les gens puissent mettre aussi les mains dans la terre, mais apprendre à cuisiner avec ce qu'on aura à récolter. On apprend aussi à brasser notre propre bière puisqu'on produit du houblon et de l'orge. Donc ça marche bien, ces ateliers en règle générale. Et dans cette micro-ferme, on va aussi installer un cluster d'innovation de l'agriculture urbaine où on va pouvoir montrer toutes les techniques, que ce soit l'aquaponie, on en parlera tout à l'heure, l'hydroponie, le potager sur bottes de paille, le côté carré médicinal. On va aussi mettre en place une houblonnière, une champignonnière, enfin tout ça pour que chacun, le grand public, puisse voir tout ce qui se fait en matière d'agriculture urbaine. Alors, comment ça se passe? Par qui c'est animé et qui peut venir en fait dans ces journées? Et je vais vous inviter en fait à poser votre micro sous votre menton, comme ça on s'entendra bien. D'accord, bon, là c'est mieux, effectivement. Alors en fait, cette micro-ferme qui s'appelle La Prairie donc, sera ouverte le 1er mai, donc ça on vous en parlera un peu plus tard. Là ce qu'on est en train de monter, c'est les 48 heures de l'agriculture urbaine, ça c'est super important, qui auront lieu les 18 et 19 mars. C'est la 2e édition. La première était donc à Paris et cette année on est vraiment content parce que c'est à Paris mais c'est aussi en région, donc dans toutes les grandes agglomérations, Lille, Roubaix, Marseille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Nantes et même Bruxelles, on est internationaux. Donc voilà, et là l'idée c'est que pendant ces 2 journées, tout le monde puisse mettre les mains dans la terre, certes, mais avoir des parcours avec des jardins partagés qui seront ouverts, avec par exemple des citoyens qui vont décider de végétaliser un bout de terre ou autour d'un arbre, ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ouvert encore sur le site. Oui, c'est ça qui peut proposer une initiative. Tout le monde. Et vraiment, l'idée, c'est ça. C'est que l'agriculture urbaine, il y a effectivement des acteurs qui sont là. Donc, Aura parlera de ça tout à l'heure. On a une multitude d'acteurs. Mais nous, l'idée, c'est vraiment, au-delà de la sensibilisation, c'est faire aussi prendre conscience aux gens qu'on a tous quelque chose à faire justement pour changer le monde, certes, mais vraiment pour changer aussi cette manière de produire.
Mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'une autorisation pour aller cultiver un bout de trottoir? Alors, on peut le faire on peut librement comme demander ça? son permis de végétaliser à la ville de Paris. Sinon, vous pouvez passer en matière totalement illégale en faisant du gardening guérilla, Oui. certes. Mais sinon, la mairie de Paris, maintenant, le but, en fait, en 2020, ils veulent qu'il y ait 100 hectares de terre, en fait, enfin, de villes végétalisées, dont 33 hectares pour l'agriculture urbaine. Donc là, voilà, tout est fait, tout est mis en place pour que tout le monde puisse créer un jardin partagé ou végétaliser. D'ailleurs, un ils bout ont de terre. un programme qui s'appelle Pariculteur. Voilà, Pariculteur, et les 33 premiers projets ont été révélés là sur le site Ouais, de la tout ville, à et fait. on peut les découvrir. Et combien il y a de membres en fait dans l'association de la Sauge et comment vous Alors, organisez? nous, on est 200. Alors après, 200 adhérents, mais donc après il y a des membres plus ou moins actifs et chacun peut venir pour faire un atelier. Donc il y a des ateliers qui sont gratuits, d'autres payants. Par exemple, si on fait effectivement le brassage de bière parce que les gens repartent avec. Mais l'idée c'est que ce soit ouvert à tous les âges. On fait des ateliers pour les enfants aussi. Ça c'est super important, la pédagogie dès le plus jeune âge. Et donc tout le monde peut venir quand on propose ces événements. Donc sur la page Facebook par exemple de la Sauge, tout est listé à chaque fois. Vous avez aussi répondu à l'appel à projet Réinventer Paris avec un projet vers le canal de l'Ourcq, Ourcq-Jaurès. Ouais. Il en est où ce projet? Ça aboutit? Oui, ça avance, ça continue. Donc on a Pour en parler en 2 mots? Là, non. Ah, d'accord. Non, désolé. Il y a des choses sur le site, pourtant. Ouais. Bah, c'est aussi l'idée d'une micro-ferme réplicable avec des lieux de vie, En fait, des mais nous, choses c'est comme ça. ça. C'est vraiment l'idée, c'est les micro-fermes réplicables et modulables. Donc, au-delà de la micro-ferme, c'est aussi de créer un lieu, vraiment un lieu où il y a un espace de détente. On peut faire du yoga, on peut cultiver son jardin. À Bobigny, par exemple, il y aura aussi des jardins ouvriers. Des entreprises peuvent venir pour faire des sessions de brainstorming ou relancer leur créativité. Donc, comme ça, voilà, il y a tous ces ateliers qui vont être mis en place. Vous êtes 200 membres, mais on n'a pas besoin d'être membre pour faire une activité? Et effectivement, ouais. On n'est pas obligé d'adhérer. Et comment ça marche en fait avec les collectivités locales? Est-ce que vous sentez qu'il y a des collectivités qui sont plutôt réceptives, d'autres moins? Comment il faut Nous, on a vraiment, en tout cas, je pense que nous, et comme vous sûrement, mais les collectivités sont super réceptives et on voit vraiment que où que ce soit d'ailleurs en France, il y a cet engouement et c'est même au-delà d'un engouement, c'est-à-dire que maintenant c'est nécessaire, c'est une nécessité de pouvoir revégétaliser les villes, de consommer des aliments, enfin aussi en circuit court. Et demain, on aura véritablement besoin de plus en plus de ces micro-fermes. À Paris, bien sûr, on ne peut pas non plus s'étaler sur des hectares, mais en région aussi, les micro-fermes, c'est l'avenir. Merci Hélène. Voilà, on en sait un petit peu plus sur l'agriculture urbaine, peut-être en général. On va passer la parole maintenant à Thomas et Vincent. Donc il y avait un autre projet dont tu vas nous dresser un petit peu les traits. Alors 2 mots juste pour présenter Thomas et Vincent. Vous êtes tous les deux ingénieurs, mais alors Vincent, vous êtes spécialisé en ingénierie navale et en matériaux composites, et Thomas, vous êtes ingénieur en sécurité, environnement et prévention. Et là, donc vous avez décidé de monter une start-up d'agriculture urbaine pour les entreprises autour de l'aquaponie. Alors il va falloir nous expliquer comment on passe de ces formations d'ingénieurs à l'aquaponie. Et peut-être même pour commencer, alors votre société s'appelle Aura, qui veut dire agriculture urbaine responsable pour l'avenir. Voilà. Et avant de commencer à présenter Aura, il faut nous présenter l'aquaponie, parce que je ne crois pas que tout le monde sache, n'est-ce pas Charles-Antoine, ce qu'est l'aquaponie. Alors l'aquaponie, il n'y a pas de poney déjà, ni d'eau. Enfin si, il y a de l'eau, pardon, mais il n'y a pas de poney. Et justement, tout tourne autour de l'eau. Pour faire très simple, c'est une symbiose entre poissons et végétaux. Donc les poissons polluent l'eau à travers la déjection, elles les polluent en nitrite et en ammoniac. Et cet ammoniac est transformé grâce à des bactéries en nitrite puis en nitrate qui sont eux absorbés par les plantes et purifient un silo qui est renvoyé dans le bassin des poissons. C'est un circuit fermé. Voilà, donc il faut bien expliquer. Donc il y a un aquarium concrètement avec un réseau qui... Exactement, voilà. Ouais. Un réseau hydraulique où l'eau tourne en permanence en fait. Mais ça permet, parce que moi, j'avais pas bien compris Non, au début. Je dois vous l'avouer, j'avais pas bien compris. Je voyais l'aquarium, mais je n'étais resté là-dessus. Mais du coup, en fait, c'est que cette eau permet ensuite d'alimenter des plantations. Exactement, ouais, l'idée voilà. c'est de faire de la nourriture avec ça. Donc on peut produire de la nourriture par le biais des poissons, car on peut faire de l'élevage de poissons comestibles, et également en faisant pousser des plantes potagères, qui peuvent être des tomates, des fraises, de la menthe. On peut faire beaucoup de choses. Et l'aquaponie, c'est pas nouveau. Non, l'aquaponie c'est très vieux, je vais laisser Vincent expliquer. Vincent explique. Ouais, c'est né grâce aux Aztèques. C'est les Aztèques qui ont découvert qu'autour de leur lac, les productions étaient beaucoup plus productives. Donc ils se sont mis à faire des îlots
Et là, sur les îlots qu'ils créaient eux-mêmes, et ben, ça produisait énormément. En plus, c'était isolé des ravageurs, les rats et autres. Donc ils ont trouvé que c'était une technique vraiment, vraiment intéressante. Et ensuite, ça a été repris en Asie, à Madagascar, dans les rizières, où là, on élevait du black bass, du tilapia, au milieu des rizières qui nourrissaient le riz. Voilà, maintenant, l'agriculture conventionnelle a un peu éradiqué ça, et ça revient dans les villes. Donc là, l'idée, c'est de proposer à des entreprises de pouvoir intégrer plus de végétaux au sein de leur structure. Et avec ce circuit circulaire, je ne sais pas si ça se dit, voilà, qui permet d'être finalement autonome en eau. Alors tout à fait. Alors je ne sais pas si on reviendra sur la création d'Aura après, parce qu'on n'a pas pu répondre. Oui. Ah oui. Mais alors oui, pour faire simple, oui, on a décidé donc de proposer ça aux entreprises dans un aspect de bien-être au travail, car ça devient quelque chose de plus en plus important. Et du coup, on a souhaité intégrer cette nature, en fait, cette symbiose, pour participer à ce bien-être au travers de la biophilie, qui est l'instinct, qui est le lien inné entre être humain et nature. Et donc qui participe au bien-être des personnes. Et l'idée, effectivement, c'est donc d'intégrer ces poissons et ces végétaux, et afin de produire un petit peu de nourriture pour les salariés sur leur lieu de travail. Bon, je suis très content que vous parliez de design biophilique, parce que j'en avais parlé dans une précédente émission. Non, on a parlé de biophilie. Oui, mais là, c'est le design biophilique, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Alors, comment vous est venue cette idée après votre formation, comment est née Aura? Alors, je vais essayer de faire court. Quand on est un ingénieur naval, on travaille sur des éoliennes offshore, des parcs. Et en fait, pour limiter l'impact des parcs éoliens en mer, surtout pour les pêcheurs, on réfléchit à ajouter de l'aquaculture à côté, mais aussi de la conchiliculture, de la culture d'algues. Ça fait un circuit qu'on appelle de l'exploitation multitrophique. Et à un moment, un peu par hasard, j'ai découvert que ça existait aussi en milieu d'eau douce et qu'on pouvait faire ça en ville. Et vu que je connaissais déjà en parc éolien, je me suis dit, allons-y, c'est vraiment très intéressant, ça va nous rendre autonomes, c'est très peu consommateur d'énergie et d'eau, c'est vraiment la solution pour qu'on fasse de l'alimentation durable au plus près de chez nous. Vous étiez déjà sensibilisé à l'agriculture urbaine ou à toutes ces questions autour justement des nouvelles formes d'alimentation en ville? Personnellement, oui. On entend parler des problématiques qui sont liées à l'alimentation des populations urbaines, et à travers des projets étudiants notamment, j'avais déjà commencé effectivement à essayer de favoriser le circuit court et de fournir une nourriture la plus saine possible aux habitants d'une ville. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des entreprises ou des organisations? Comment ça se passe avec ces salariés? Comment ils s'approprient ce projet? Alors, on y travaille un peu tous les jours en ce moment. On va installer justement un gros système à Val-de-Fontenay, à la Société Générale. Et là, on va voir en direct comment ça se passe. Après, on a tout fait pour que justement les plantes et les poissons soient visuellement très proches des gens, que les gens viennent vers le poisson, qu'ils soient attirés justement par le côté biophilique, d'aller nourrir le poisson pour ainsi nourrir la plante, créer un écosystème. On a aussi pensé à des plantes un peu inédites, innovantes, la bourrache, la capucine, qui sont des fleurs comestibles, qui sont très bonnes à mettre dans les salades, qui sont aussi médicinales. Voilà, on essaye de faire que les gens viennent par curiosité, par intérêt pour le poisson, juste par biophilie, quoi. Mais comment ça se passe concrètement? Parce Voilà, qu'il faut les accompagner. Ouais. Alors justement, notre premier produit va être installé là, courant semaine prochaine, a priori, en phase de prototypage, donc la première mise en conditions réelles. Donc c'est là où on va vraiment se rendre compte de l'interaction qu'il y a entre ce qu'on propose et les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Alors après, notre premier module a réellement été installé justement au Cube en septembre dernier. Et alors là, il n'est pas dans l'espace de travail, mais il est dans un lieu de passage. Et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un réel intérêt et une vraie interaction avec le système, même sans mettre en place forcément d'animation. Après, à voir effectivement en conditions réelles, avec le produit qu'on va proposer, dans un cadre de travail qui est un petit peu différent de celui du Cube, et voir comment ça va se passer. Oui, parce qu'il faut s'autonomiser. Vous ne pouvez pas être là en permanence. Il y a quand même de l'entretien. Comment ça se passe concrètement? L'entretien, c'est une des problématiques principales sur lesquelles on est justement en train de travailler. Effectivement, il y a cette notion d'entretien. Alors l'idée, c'est vraiment de proposer du clé en main. Il y a simplement besoin d'une prise secteur, de le brancher, et puis ça tourne tout seul. Sur la nourriture de poisson, on arrive à l'automatiser.
Sur l'entretien de l'aquarium en général, on propose justement cet entretien, cette maintenance. Ouais. Alors ça me fait penser au développement aussi des ruches qu'on voyait en fait dans des entreprises, qui étaient sur les toits des entreprises et qui étaient ensuite gérées par les propres salariés qui pouvaient repartir avec la récolte. Là, on pourrait repartir aussi avec la récolte du basilic, enfin des différentes plantes en fait qui seraient à disposition. Une question en fait qui serait adressée, qui s'adresse à tous les trois. Est-ce que vous sentez qu'il y a un essor, vraiment un développement de l'agriculture urbaine? Ou qu'est-ce qui vous ferait dire qu'il y a un essor? Parce que vous allez me dire oui, il y en a un. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un Parce que de plus en plus de personnes aussi sont désireuses de changer le modèle actuel de la société. Et on voit qu'on se réapproprie, avec l'agriculture urbaine, clairement, on se réapproprie la sphère publique. Donc ça devient un acte citoyen qui permet de reprendre la main sur son alimentation aussi. Et puis il n'y a qu'à voir, déjà dans les villes, ça se végétalise de plus en plus. Il y a des toits en entreprise aussi. On met aussi des potagers, nous, en entreprise. Du coup, il faut des terrasses. Donc vous, c'est pas mal. On n'a même pas besoin. Et en fait, c'est déjà une obligation, quoi. Vincent? Ben, nous, on le voit par toutes les personnes qui nous contactent, que ce soit les entreprises, les particuliers, qui viennent nous voir et qui disent on en a besoin, quoi. Enfin, tous les jours, on reçoit des mails, tous les jours, on a des appels de personnes qui veulent se renseigner sur l'aquaponie ou même sur l'agriculture urbaine en général. Et il y a un vrai essor. Après, on peut voir aussi au niveau du public. Les pariculteurs en est un bon exemple. Ça a très bien marché, il va y avoir une deuxième édition, donc il y a encore un besoin. Il y a des entreprises qui font ça même en dehors des pariculteurs, qui nous appellent parce qu'ils veulent leur ferme aussi. Voilà, Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être une solution d'avenir concrètement par rapport aux problèmes, aux crises qu'on peut voir dans les villes? Est-ce que réellement l'agriculture urbaine, c'est vrai qu'il y a un grand mouvement en ce moment, mais est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps ou c'est un phénomène de mode? Bien sûr, moi je pense que ça va complètement durer dans le temps. Qui est viable réellement? Qui est totalement viable, ouais. Et pourquoi la question se pose aujourd'hui? Parce que pourquoi elle se pose aujourd'hui? La très bonne question. C'est qu'on a développé les villes en dissociant l'agriculture ou l'aspect naturel en général des centres urbains, des villes en général. Et on a développé. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'effectivement ça marche pas, qu'il y a un problème. Donc effectivement, je pense que c'est pas au-delà du durable, c'est nécessaire. Vous voulez réagir? Il y a aussi Paris, en tout cas on est la ville la moins végétalisée en Europe, on est la 6e ville dans le monde, enfin voilà, dans les 6 pires villes, donc bon, c'est en train de changer ça aussi, et puis la mairie de Paris fait des choses super, mais dans plein d'autres villes de France aussi c'est mis en place. Albi veut être complètement autosuffisant, donc à partir de 2020, donc c'est quand même rapide. Mais ça veut dire quoi être autosuffisant? Autosuffisant, c'est-à-dire que eux, ils veulent complètement produire dans un rayon de 60 km max, donc en ville et en de manière périurbaine, de la nourriture pour 60 000 personnes, donc toute la ville d'Albi. Et donc pour ça, l'année dernière, ils ont lancé un programme où ils laissaient mais que dalle, c'était 70 € je crois par hectare et par an, pour des néo-maraîchers qui voulaient bien sûr produire que du bio, bien évidemment. Et donc il y a pas mal de villes comme ça qui vont se lancer dans l'autosuffisance. Mais c'est une nécessité, le côté pétrochimique, il faut sortir de tout ça. Et en revanche, l'agriculture urbaine à Paris, on a quand même, ça c'est beaucoup plus grand, donc ce sera toujours une partie d'agriculture urbaine et aussi périurbain et plus lointain, parce qu'on ne peut pas nourrir toutes ces bouches à Paris. Mais d'un autre côté, je pense que dans les années à venir, on va aussi déserter ces grandes villes de plus en plus. Parce que justement, j'avais sur l'architecture, est-ce que vous pensez que les gratte-ciels vont être l'avenir de l'agriculture urbaine? Je m'explique, c'est parce qu'il y a donc Dickinson Despommiers, qui est donc de l'université de Columbia, qui dit que pour lui, les gratte-ciels agricoles vont devenir indispensables sur une planète qui hébergera 10 milliards d'habitants en 2050, dont 80% vivront en ville. Donc vous pensez justement que... Je ne sais pas si les gens vont rester en ville, déjà. Déjà, à quid, on va voir ça dans les années à venir. Il y a aussi une autre chose en fait à dire, c'est qu'on voit ça dans la nature, c'est la coopération entre les plantes, mais je pense que nous aussi, on va continuer à coopérer. Et dans l'agriculture urbaine, c'est extrêmement vaste. Il y a l'aquaponie, l'hydroponie, il y a nous, on est hors sol, certes, mais on a quand même la terre. Et en fait, il y a toutes ces techniques qui vont être aussi prises comme ça et coopérer. On va tous coopérer ensemble pour créer un nouveau système, un nouveau modèle. Vous pensez qu'il faudrait légiférer, par exemple, je parlais de l'architecture, pour toute nouvelle architecture, il faudrait justement un dédié à l'agriculture urbaine, je ne sais pas. Le légiférer, je sais pas, mais en fait, on est en train de se rendre compte que c'est en train de rentrer dans les problématiques des constructeurs, en tout cas. Après, je pense qu'il faut que ça reste une initiative, mais que le marché et la demande vont faire que ça va être indispensable pour eux sans que ce soit légiféré.
Après, pour revenir sur votre question des gratte-ciel, c'est déjà en cours, en fait, ça a déjà commencé, notamment à Singapour. Et effectivement, je pense que c'est un très bon moyen, et c'est un des avantages de l'agriculture hors sol, c'est qu'on peut le faire sur dans n'importe quelle architecture, on va dire, et même des gratte-ciel, des façades. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça y est, je fais la différence entre l'aquaponie. Je comprends en fait l'agriculture urbaine et je serais bien intéressé en fait pour emmener ma famille et mes proches justement à mettre les mains dans la terre. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cet échange. Peut-être en termes de rendez-vous, on peut en parler maintenant en fait. Rémi, tu voulais parler de Exactement. quelque chose. Non, parce qu'au Cube, tout le mois de mars, on va avoir une thématique entière sur justement la nature et le numérique. Donc il va y avoir des ateliers pour tous les publics, adultes, ados, enfants. On va hacker justement le bassin de Aura. Donc on va notamment avec des imprimantes 3D. Donc on va faire plein de choses. Donc vraiment, je vous invite à regarder sur le site des rendez-vous du futur, mais surtout du Cube, tous les ateliers qu'on propose. Voilà, toute une thématique autour de la nature et du numérique. Merci. Avant de clore cette émission, on va faire un petit tour de table avec les coups de cœur. On va d'abord envoyer le jingle. Tradition oblige, dans le First, nous avons les coups de cœur. Les coups de cœur, ça consiste en quoi? À proposer donc aux personnes autour de ce plateau d'échanger sur un coup de cœur, que ça soit une exposition, un film, quoi qu'est-ce, un livre. J'ai l'impression, je crois voir un livre d'ici. Un gros pavé, mais vraiment une bible en fait. Donc il est sorti hier et en fait c'est Linda Bedoué donc qui a écrit ce bouquin qui est la bible pour toute personne qui veut créer sa micro-ferme en permaculture et agroécologie. C'est où voilà. Attends, tac. Ah là, je suis nickel, au top. Donc regardez-le, zoomez. Je vais le tenir. Merci Hélène. C'est ça. Et en fait, vraiment, il y a tout de l'achat, enfin déjà de la formation, de l'achat du terrain, comment on va l'acheter, est-ce qu'il y a des aides, et puis après jusqu'à comment on va vendre ses propres fruits et légumes. Il y a tout dedans, donc il est passionnant. Elle a mis 9 mois à l'écrire et c'est un vrai, un super travail de fond. Enfin, elle a cartonné. Donc voilà, et c'est aussi en partenariat avec les Fermes d'Avenir de Maxime de Rostolan. Et c'est un très très bon livre, préface de Pierre Rabhi bien évidemment et Nicolas Hulot. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Très bien, merci pour ce coup de cœur Hélène. Messieurs, qui veut prendre la parole? Ouais. Alors moi je donne mon coup de cœur à quelqu'un qui est largement dans notre cœur pour Aura. C'est Pierre Garcy qui est juste un prof dans un lycée professionnel à Guérande. Le lycée Olivier Guichard, un prof d'aquaculture qui a tout de suite compris que l'aquaponie avait un grand intérêt et qui enseigne à ses élèves l'aquaculture et l'aquaponie, et il fait des fermes un peu partout en France. Vraiment une mine de savoir cachée dans les lycées de France. Merci Vincent. Thomas? Je vais rester dans aussi, même s'il y a beaucoup de choses dont je voudrais parler, mais je vais parler de l'association Open Aquaponie, qui est dirigée par Philémon, qui se situe au Grand Voisin, donc c'est à Denfert-Rochereau à Paris. Il a une serre là-bas dont il met à disposition pour les personnes qui souhaitent apprendre l'aquaponie, mettre les mains un petit peu dedans et puis voilà, s'occuper de poissons, de plantes. Donc c'est ouvert à tout le monde, donc je vous invite à y aller, c'est au Grand Voisin, vous allez à la serre qui est directement à l'extérieur, vous pouvez rentrer et puis voilà. Open Aquaponie, l'asso, je pense qu'on peut on pourrait peut-être faire un lien et inviter des personnes à venir découvrir ce système. Tout à fait. Merci. Rémi, toi aussi tu as un coup de cœur? Ouais, moi j'ai un coup de cœur, ça vous a pas échappé, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors je change d'univers. Déclaration. Ouais, une déclaration pour pour un film dont évidemment personne n'a entendu parler, qui s'appelle La La Land. Alors quand j'y suis allé, je me suis dit évidemment avec tout ce ramdam qu'on fait, on va être forcément déçu. Bah en fait non, j'ai pas été déçu, c'était vraiment magnifique. Moi je suis un fan de comédie musicale, je suis un fan de Jacques Demy. Donc là franchement chapeau pour le réalisateur qui a beaucoup de références et aussi pour les personnes qui aiment la musique, le jazz. Voilà, c'est un très beau film, les acteurs sont superbes. Donc là La La Land a un petit coup de cœur pour un petit film à petit budget. Merci pour ce coup de cœur de la Saint-Valentin. Écoutez, moi j'aurais deux coups de cœur. Alors je ne sais pas si c'est pour la Saint-Valentin, mais j'en ai deux. J'en ai d'abord un pour une boutique de vinyle à Poitiers qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Plexus Records, qui est
qui est dans le centre-ville de Poitiers, facile à trouver, qui est très joli, joliment décoré et avec beaucoup de vinyles. Et j'y ai trouvé cet album dont on va entendre un extrait sans doute en fond sonore. C'est Maodea, c'est un jeune artiste de Nantes qui a signé cet album qui s'appelle Anagrams, qui revisite un peu le trip-hop. Et voilà, vous avez devant vous, là, c'est le 84e exemplaire sur 300. Il y en a très peu, ils sont numérotés. Il est là, vous retrouverez toutes les références sur les réseaux. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Du First. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Merci aux internautes d'avoir réagi sur les réseaux. Je n'ai pas pu voir tout ce qui s'y passait, tellement j'étais concentré là sur nos invités. Merci à vous. Vous pouvez retrouver très rapidement le replay de cette émission sur le site des Rendez-vous du Futur. Merci encore aux trois structures qui portent ce projet des Rendez-vous du Futur depuis le début. Triple C, JD Carré et bien sûr le Cube. Et si vous êtes en live, là, maintenant, tout de suite, eh bien, patientez quelques instants. Nous allons retrouver l'invité des Rendez-vous du Futur, Paul Jorion, pour une Saint-Valentin pas comme les autres, puisque nous y parlerons notamment, mais pas que, de l'extinction de l'humanité. À tout de suite.